Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Journal de l'Afrique. À la une de cette édition, la situation au Tigré inquiète les humanitaires. Plusieurs convois sont bloqués faute de points d'accès suffisants. La famine menace les populations de la région qui est en partie aux mains des rebelles. Accusé d'empêcher l'acheminement de l'aide, le gouvernement éthiopien dément et affirme tout faire pour aider les habitants. Au Cameroun, la liaison ferroviaire entre Yaoundé et Douala a repris. Le voyage inaugural a eu lieu ce jeudi, près de 5 ans après le déraillement du train de la Camraille à Iseka. L'accident avait fait 79 morts et 600 blessés. Et puis les adieux des Zambiens à Kenneth Kaunda. Un hommage national a été rendu à celui qui fut le premier président de la Zambie, père de l'indépendance. Il est décédé le 17 juin dernier à l'âge de 97 ans. Son cercueil sera mis en terre mercredi prochain. Mais d'abord en Éthiopie, il ne reste plus qu'une seule route pour acheminer l'aide humanitaire vers la région du Tigré. Le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme. La fourniture de cette aide a pris énormément de retard. Plus de 5 millions d'habitants en dépendent. Le PAM réclame un pont aérien. Les autorités sont accusées de bloquer l'aide, ce qu'elles démentent. On fait le point avec Maria Gert Nicolescu, notre correspondante à Addis Abeba. La destruction du pont sur la rivière Tekeze jeudi vient bloquer un des principaux axes d'acheminement de l'aide humanitaire depuis la région Amara vers le nord du Tigré. Selon l'ONU, les forces spéciales Amara seraient responsables de l'attaque. De son côté, le gouvernement a accusé les forces tigréennes. Le cessez-le-feu unilatéral déclaré par le gouvernement éthiopien le 28 juin dernier laissait espérer une amélioration de l'accès humanitaire dans la région. Mais pour l'instant, la situation semble extrêmement critique. Désormais, tous les accès à la région sont fermés. Selon le programme alimentaire mondial, les vols humanitaires seraient également bloqués depuis plus de 10 jours. Les stocks de nourriture sont presque écoulés, notamment dans le nord-ouest du Tigré, alors qu'au moins 29 camions d'approvisionnement attendent de pouvoir entrer dans la région où des centaines de milliers de personnes font face à la famine selon l'ONU. Les télécommunications et l'électricité sont aussi coupées depuis plusieurs jours au Tigré. Les banques sont fermées. De son côté, le ministre des Affaires étrangères éthiopien a nié les accusations de blocus. Il a affirmé que le gouvernement n'avait aucune raison de vouloir suffoquer les populations au Tigré. Et l'ONU exhorte ce vendredi les rebelles à approuver le cessez-le-feu immédiatement et complètement. Le cessez-le-feu avait été décrété de manière unilatérale par le gouvernement éthiopien. C'était il y a près de 5 ans maintenant au Cameroun, le 21 octobre 2016. L'intercité numéro 152 de la Camraille déraillait aux abords de la gare d'Eseka. 79 personnes perdaient la vie, 600 autres ont été blessées dans la pire catastrophe ferroviaire du pays. Le trafic était depuis suspendu entre Yaoundé et Douala. Il vient tout juste de reprendre. Le train express s'était lancé ce jeudi. Une reprise sur fond d'espoir alors que le souvenir du drame reste vivace. Le reportage de Tony Menga, Vanessa Ngouba et Michel Vondo. Ultime nettoyage avant le grand départ. Sur le quai de la gare de Douala, le train express camerounais s'apprête à retrouver les rails lors d'un voyage inaugural. Ce matin-là, Gérard Djanga est attentif aux moindres détails. 5 ans après la catastrophe d'Eseka, la société exploitante du train qui a rénové ses wagons assure que tout a été fait pour garantir la sécurité des voyageurs sur la voie ferrée reliant Douala à Yaoundé. Je peux dire sans hésiter que nous sommes fin prêts pour faire ce voyage. Il s'agit d'une rame de 11 voitures qui ont été réhabilitées avec un niveau de confort assez élevé. Un confort pour un billet dont le coût avoisine les 10 000 francs CFA, soit 15 €. Trop onéreux pour certains, mais pas pour ces nombreux passagers à l'heure de redécouvrir l'Intercité. Nous vous remercions d'avoir choisi Camraille. Je suis d'abord déçu sur les voitures vieilles qui ont été refaites. Et c'est parti pour un trajet de 263 km. Le paysage défile devant les yeux de Chalif, habitué à faire des allers-retours entre les deux villes les plus importantes du pays. Avec ce train nouvelle formule, elle retrouve son moyen de transport favori. Le service est vraiment agréable, les hôtels sont accueillantes et puis elles vous orientent facilement. Le siège est vraiment confortable. 4 heures après son départ, escale à Iseka. Dans la ville, le souvenir du drame de 2016 est toujours douloureux. Dans cet espace, la stèle censée rendre hommage aux victimes et envahie par les autres zèbres n'est toujours pas achevée. De quoi indigner Joseph.
Il travaillait dans la morgue de la ville. C'est inadmissible que le gouvernement autorise la reprise du train, alors que la stèle n'est pas encore terminée et la mémoire des victimes n'est pas honorée. Les victimes sont encore, les populations sont encore traumatisées. En 2016, la catastrophe d'Izeka avait officiellement fait 79 morts et 600 blessés. L'accident ferroviaire le plus meurtrier de l'histoire du Cameroun. Allez, un point sur la situation sanitaire du continent à présent. Et les contaminations au Covid-19 ne cessent d'augmenter en raison notamment du variant Delta. Et les vaccins se font attendre par endroits. Les détails avec Marc Pope. Dans les rues de Johannesburg, les ambulances roulent toutes sirènes hurlantes à la recherche d'un centre pouvant accueillir les malades du Covid. En Afrique du Sud, même les hôpitaux de fortune comme celui-ci sont débordés par la situation sanitaire. Lorsqu'un lit se libère, un nouveau patient arrive. Il y a juste un besoin criant de lits, de médicaments et d'oxygène. Dans le pays, le variant Delta fait des ravages. Au total, 1 900 000 personnes ont été atteintes par le Covid-19 et près de 60 000 personnes sont mortes depuis le début de la crise. Une situation également alarmante en Ouganda ou encore en République démocratique du Congo. Le scénario, que beaucoup redoutaient depuis des mois, est en train de se concrétiser. D'autant plus que seul 1,2% de la population africaine a reçu 2 doses du vaccin. Les Congolais restaient encore à la maison, soit disant que les vaccins avaient beaucoup d'inconvénients. Mais depuis que la 3e vague est venue, on voit quand même l'engouement. Les Congolais commencent à comprendre. Hésitation, problèmes logistiques, mais surtout un manque de doses explique ce taux de vaccination très bas. Le gouffre entre les pays riches qui produisent les vaccins et le reste du monde s'agrandit à mesure que le variant Delta se répand. L'Europe a vacciné une large partie de sa population et aux États-Unis, la vie reprend. L'Euro de football se déroule en ce moment. On peut voir les stades presque pleins de jeunes criant et s'embrassant. On ne peut pas faire ça en Afrique. L'Union africaine critique de son côté le programme COVAX de partage des vaccins. Si 700 millions de doses ont été promises avant la fin de l'année, le continent africain n'en a pour le moment reçu que 65 millions, dont moins de 50 millions obtenus grâce à COVAX. Et le reste de l'actualité en bref et en images. Plusieurs cadres du groupe État islamique au Grand Sahara ont été tués, d'autres capturés dans des opérations de la force Barkhane ces dernières semaines. C'est ce qu'annonce la ministre française des Armées Florence Parly. Elle confirme notamment la mort d'Abdelhakim El-Sahraoui. Florence Parly indique par ailleurs que la coopération militaire française avec les forces maliennes devrait prochainement reprendre. Le calme précaire règne dans le royaume d'Eswati, anciennement appelé Swaziland. Ces derniers jours, des heurts ont éclaté entre manifestants pro-démocratie et forces de l'ordre. Des affrontements qui ont fait plusieurs morts selon les militants. La capitale Baban est sous surveillance militaire. Un couvre-feu a été instauré. D'importantes pénuries touchent la dernière monarchie absolue du continent. Jacob Zuma demande l'annulation de sa condamnation à la prison pour outrage à la justice. L'ex-président sud-africain âgé de 79 ans dispose de 2 jours pour se constituer prisonnier. Il a été condamné mardi à 15 mois de prison par la Cour constitutionnelle. Et on reste en Afrique du Sud. Ça a été l'une des conséquences du confinement. De nombreuses infrastructures laissées sans surveillance ont été vandalisées. C'est le cas de nombreuses gares ferroviaires et de trains qui ont été pillées, avec pour conséquence l'arrêt de certaines lignes. Le récit de Nicolas Germain. Ce fut l'une des conséquences inattendues du confinement en Afrique du Sud. Pendant cette période-là, les gares n'étaient pas sous surveillance et elles ont été pillées. Des câbles, des fenêtres, des portes ont été emportés, comme ici à Soweto. When the shutdowns happened, there were no security guards that would come and guard the property of the government. It was only left for the people. So people came in stealing one by one until it was completely like this. L'opérateur national explique que la grande majorité des stations ont connu ces pillages. 80% of the station has been vandalized. So it's a tall order to refix them. That's why I speak about billions. That to refix it is going to cost us billions. Ces scènes de vandalisme ont eu lieu alors que le gouvernement a lancé un plan de plusieurs milliards d'euros pour moderniser son réseau ferroviaire. Cette usine est opérée par le français Alstom et le sud-africain Ubumbano. Ce consortium doit construire 3600 wagons avant 2030.
Ce projet d'un montant de 2,8 milliards d'euros est l'un des plus importants de l'Afrique du Sud post-apartheid. Et l'apartheid, lui, il avait combattu aussi de toutes ses forces. Kenneth Kaunda, père de l'indépendance de la Zambie, s'est éteint le 17 juin dernier. Un hommage émouvant lui a été rendu ce vendredi, comme nous le raconte Shirley Sidbon. Kenneth Kaunda a reçu tous les honneurs militaires lors de l'hommage de la nation. Mais ces mouchoirs blancs, brandis par le public, sont peut-être un geste encore plus fort. Kenneth Kaunda en a porté pendant 6 décennies, depuis son emprisonnement dans les années 60, lorsqu'il luttait contre la colonisation britannique. Pour lui, le mouchoir blanc symbolisait la paix et l'amour. Ce vendredi, les présidents d'Afrique du Sud, du Malawi, de la Namibie, du Mozambique, du Ghana et du Botswana se sont joints à l'hommage. Car Kenneth Kaunda était certes un héros national, premier président de la Zambie, mais il a aussi aidé d'autres nations à combattre l'oppression. We will never be able to pay the debt that we owe you. And all we can say is thank you, thank you, thank you for all you have done for us to be a free people today. Face à ces nombreux combats, les anciennes critiques à l'encontre de Kenneth Kaunda concernant ses dernières années au pouvoir et plusieurs décisions autocratiques semblent s'estomper. La Zambie se sépare d'un héros national qui sera enterré mercredi. C'est un chat bien connu des Tunisiens. Willis from Tunis, un félin au caractère bien trempé qui commente avec humour l'actualité tunisienne. Et c'est la dessinatrice Nadia Chiari qui lui a donné forme. La caricaturiste est à l'honneur dans l'édition du Cartooning for Peace in Africa qui se tient actuellement à Paris. Nos correspondants Lilia Blaise et Hamdit Lili sont allés à sa rencontre. Quelques traits de feutre et une main assurée suffisent pour dessiner Willis from Tunis, un chat téméraire qui a fait son chemin depuis 2011. J'ai utilisé ce personnage pour témoigner au départ de ce que je ressentais au jour le jour, quoi, en 2011. Et puis après, il s'est transformé en une sorte de haut-parleur pour dénoncer toutes les injustices, les arrestations arbitraires, les attaques aux libertés, les attaques aux universitaires, aux artistes. Dans la quiétude de son magasin d'artisanat tunisien en banlieue nord de Tunis, Nadia Chiari nous confie qu'elle a du mal à trouver l'inspiration 10 ans après la Révolution. La difficulté que j'éprouve essentiellement aujourd'hui, c'est surtout que l'actualité politique est tellement caricaturale que j'ai du mal à la caricaturer. Le pays vit des crises politiques à répétition depuis le soulèvement de 2011 et une situation économique et sociale difficile, aggravée par la pandémie. Malgré ses désillusions, la dessinatrice a compilé dans un livre 10 années de dessins et de commentaires autour de l'actualité tunisienne. Et donc j'ai essayé de mettre les dessins comme des sortes de chaînons de l'histoire pour comprendre pourquoi on est là aujourd'hui. Une manière de prendre du recul, exprimer un ressenti sur les acquis de la Révolution. Celui-là, la différence avant-après, c'est sincèrement ce que je ressens. C'est-à-dire que ça n'a pas beaucoup changé finalement. On peut hurler notre douleur aujourd'hui, ça ne change rien, mais voilà, on peut hurler, on peut crier. Une note d'espoir toutefois dans la transmission. Nadia est professeure d'art plastique dans un lycée français. Vous savez ce que je fais en dehors de prof? Dessinatrice. Caricature. Voilà, des trucs de la politique, là. Voilà, c'est exactement ça. L'enseignement reste sa manière de défendre coûte que coûte un acquis de la Révolution, la liberté d'expression. Dans le cadre de mon atelier, la liberté d'expression est totale, que ce soit la mienne ou celle des élèves. Ils ont le droit de parler de tout, de se questionner sur tout. La dessinatrice sera parmi les artistes à l'honneur dans l'exposition du collectif de dessinateurs de presse Cartooning for Peace à Paris, début juillet. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Je vous retrouve dans moins d'1 heure pour une nouvelle édition. À tout à l'heure.